Yo les gens, j'espère que vous avez kiffé la première partie sur l'embranchement des annélides au cours de laquelle on avait uniquement parlé de la classe des polychètes. Aujourd'hui on va parler de la deuxième classe, celle des clitélates, qui est un peu moins diversifiée. Au sein de la classe des clitélates, les annélides sont dotés d'un organe particulier, qu'on appelle le clitellum. C'est cette espèce de gros renflement circulaire épidermique dans la région antérieure de l'animal. Le clitellum remplit deux fonctions essentielles. Premièrement, il sert de point d'attache lors de l'accouplement entre deux individus. Et deuxièmement, il sert à la formation des futurs cocons muqueux qui contiendront les œufs une fois fécondés. Mais ça, je vais en reparler en détail juste après. En opposition aux polychètes qui étaient majoritairement des espèces marines, les clitélates sont des annélides fondamentalement adaptés au milieu terrestre, même s'il y a aussi pas mal d'espèces qui vivent en eau douce. La plupart des clitélates sont hermaphrodites et pratiquent une fécondation externe croisée, avec derrière un développement direct sans passer par un stade larvaire. Forcément sur Terre, c'est pas facile pour une larve de nager. La première sous-classe importante à retenir, c'est celle des oligochètes. Là où polychète signifie plusieurs soies, oligochète signifie peu de soies. Bah ouais, en fait elles sont super dures à voir à l'œil nu. Au niveau de la tronche, on est sur des bestioles beaucoup moins développées que leurs cousins marins, sans yeux et sans organes sensoriels. Regardez, vous avez un érys ici et un ver de terre à côté. Ouais, on sent quand même tout de suite une petite différence de charisme. Au total, on compte moins d'une petite dizaine d'ordres. Capilloventrida, Crassiclitellata, Anchytraida, Aplotaxida, Lumbricidida, Randidida, etc. Et là, perso, je vois pas trop l'intérêt de tous vous les citer, car les différences entre les groupes se basent surtout sur des critères phylogénétiques et de la taxo hardcore. A la place, je vais plutôt vous présenter rapidos 5 oligochètes issus de mon panier à bestioles. Perso, la fucking espèce qui me vient direct en tête quand on me dit annélide, c'est le classique ver de terre, Lumbricus terrestris. En même temps, c'est la première bestiole que j'avais disséquée une fois arrivé à la fac, et maintenant en doctorat, j'ai assuré une bonne dizaine de TP de biologie animale où on disséquait cette espèce. A l'origine, Lumbricus terrestris est originaire d'Europe, mais il a finalement envahi un bon paquet de régions à travers le monde, surtout en Amérique du Nord. Il mesure de 9 à 30 cm de long. Et est-ce que vous savez qu'on peut très facilement différencier le côté ventral du côté dorsal? Le dos c'est le côté le plus foncé, sur lequel on peut observer le vaisseau sanguin dorsal à travers l'épiderme. Le ventre c'est le côté clair sur lequel le ver peut ramper. On rappelle le nom du groupe de l'épisode, les annélides. Chaque anneau du ver est formé de muscles longitudinaux et circulaires. Lorsque les muscles circulaires se contractent, l'anneau s'allonge, et lorsque les muscles longitudinaux se contractent, l'anneau rétrécit. Ces muscles sont en association avec 4 paires de soies, 2 ventrales et 2 latéroventrales, qui vont s'ancrer dans le sol et permettre ainsi au ver de se déplacer par reptation. Le ver de terre n'est pas très sélectif dans son alimentation. En fait, il va ingérer de la terre et des débris organiques d'origine variée, et c'est ensuite son tube digestif qui va faire tout le boulot. Il est séparé en plusieurs parties, la cavité buccale, le pharynx, le jabot, le gésier et l'intestin. Chacun a un rôle bien précis. Une filtration est effectuée au niveau du jabot afin d'effectuer un tri. Vient ensuite la trituration au niveau du gésier afin de faciliter l'attaque de la matière organique par la communauté de champignons et de bactéries symbiotiques qui vivent dans le tube digestif du ver. Cette dernière est la seule à disposer d'un équipement enzymatique qui permet de décomposer la cellulose et la lignine des plantes. Et enfin, pour terminer, on a l'absorption et la digestion qui se font au niveau de l'intestin. En bouffant de la grosse terre sa mère et en creusant des galeries, le ver de terre effectue de la bioturbation dans le sol, ce qui est bénéfique pour la flore et l'écosystème en général. Quand il pleut des cordes, on voit généralement sortir de terre des vers de terre. On se dit « Ah, ils aiment bien l'eau, ils sont trop contents, youpi !» Mais en fait pas du tout, ils font ça pour éviter de mourir par asphyxie noyés au fond de leur galerie. En effet, ils respirent directement par diffusion à travers la peau. Or, l'eau est moins riche en dioxygène que l'air. Et derrière, s'il y a un gros coup de soleil, ils sont kéblos sur le bitume comme des nazes et ils meurent desséchés. Un peu le seum. Je profite de ce beau vieux ver de terre pour vous expliquer en détail la reproduction de pas mal d'espèces d'oligochètes. Les vers de terre sont des hermaphrodites protandres, c'est-à-dire que chaque individu est alternativement mâle, puis femelle. Néanmoins, il ne peut se reproduire tout seul. À sa maturité sexuelle, le clitellum du ver va se développer. L'espèce de gros bourrelet là dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Pour se reproduire, deux individus, tous les deux mâles, vont devoir sortir de leur galerie et être ainsi à la merci des oiseaux. Les deux lascars vont venir se mettre tête bêche, au niveau de leur clitellum qui émet une sécrétion muqueuse pour l'adhésion. C'est la première fonction du clitellum, maintenir étroitement les deux partenaires lors de la copulation. L'accouplement dure plusieurs heures et consiste en un échange réciproque de spermatozoïdes par les orifices génitaux mâles vers les spermatèques. Une fois l'affaire terminée, les vers de terre se transforment en femelles. Leur clitellum produit alors un cocon, auquel ils ajoutent des ovules qu'ils fécondent avec les spermatozoïdes de leur ancien partenaire. Il faut ensuite glisser le cocon le long de leur corps jusqu'à ce que celui-ci se détache et se ferme. Le cocon contient alors des œufs dont vont éclore après quelques semaines 1 à 4 petits vermisseaux complètement formés et tout mignons. Chaque lombric peut ainsi donner naissance jusqu'à 400 petits vermisseaux par an. Petite faculté bonus, lors de périodes de sécheresse estivale, les cocons restent en dormance, en attendant de nouvelles conditions propices à l'éclosion et à la survie des petits vermisseaux. Voici un autre oligoquète célèbre de la même famille mais un peu plus petit, le ver du fumier, Eisenia foetida, qui lui va vivre dans un environnement beaucoup plus riche et acide que le ver de terre. Genre le fumier au pif. C'est une espèce très bien commercialisée en raison de son super pouvoir de composteur. De la famille des Mégascolécidés, Mégascolides australis est un géant. Le ver des sables fait pâle figure à côté de ce machin. Un fucking ver de terre de 80 cm de long pour un poids de 400 grammes, avec des records qui dépassent les 2 mètres. Son aire de répartition est extrêmement limitée. Elle est confinée à la vallée de Bass River, dans la région de South Gippsland en Australie. Sachez qu'il existe carrément là-bas un festival dédié à Mégascolides australis. Il vit dans les sols argileux, le long des berges, des cours d'eau ou des prairies humides. Il y creuse des terriers profonds et a besoin d'une forte humidité dans son environnement pour respirer. Après l'accouplement, les cocons produits font plus de 5 cm de long. Lorsque les petits vermisseaux éclosent au bout de 12 mois, ils mesurent déjà 20 cm de long, donc la taille d'un ver de terre de chez nous quoi. Les colonies de ce ver géant sont petites et isolées. Les faibles taux de reproduction, associés à sa lente maturation, rendent l'espèce vulnérable. Alors non Titouan, ce n'est pas une salamandre tachetée, même si j'avoue qu'à 3 grammes dans le sang, moi aussi j'aurais pu me tromper. Voici Archiferetima midletoni, surnommé par les anglophones Fried Egg Worm, littéralement ver d'œuf frit. What the fuck. Ses couleurs bleu, jaune et blanc ont de quoi intriguer. C'est un gros bébé de 40 cm de long qui vit dans les Philippines. Il ne semble pas creuser dans le sol, mais se déplace plutôt dans la litière des feuilles. Cette espèce a été décrite pour la première fois en 2009 et on sait encore très peu de choses à son sujet. Pour en finir avec les oligoquètes, je vais vous parler du genre Tubifex, de la famille des Tubificidae. Ce sont de petits vers rougeâtres de quelques centimètres qui vivent en colonie sur le fond des plans d'eau, comme dans la vase des mares ou des étangs, où ils se nourrissent de végétaux en décomposition. Dans ce milieu, le taux d'oxygène est très bas, et les Tubifex sont parmi les rares bestioles à y trouver bon vivre. Ils peuvent résister des mois sans oxygène. En cas d'assèchement de leur milieu, ils sont même capables de s'enquister et peuvent survivre ainsi plusieurs semaines en attendant que les conditions s'améliorent. Ils jouent un rôle majeur dans la dépollution des fonds aquatiques et sont sujets à la bioaccumulation de pas mal de saloperies dans leur corps. Du coup, on les étudie pas mal en écotoxicologie pour quantifier la présence d'un polluant sur un site donné. Si vous êtes aquariophile, vous connaissez aussi probablement les Tubifex, car on en donne parfois à manger aux poissons. La sous-classe des Hirudinea, plus couramment appelée par le grand public connasse de sangsues, rassemble environ 700 espèces. Le groupe des sangsues est également appelé les aquètes. Pour les amateurs d'étymologie, vous aurez reconnu un A privatif, signifiant que les sangsues sont des annélides dépourvus de soie cette fois-ci. Tout comme les oligoquètes décrits précédemment, les sangsues sont hermaphrodites et possèdent un clitellum. Oui, on est bien au sein de la classe des clitellates, alors ça paraît normal. Au repos, le corps des sangsues est très élastique et aplati dorso-ventralement. Niveau anatomie externe, on observe seulement une ventouse antérieure contenant l'ouverture de la bouche, et parfois une ventouse postérieure, servant à la fixation, mais qui n'est pas présente chez toutes les espèces de sangsues. Les Hirudinea vivent pratiquement tous en eau douce, dans les zones peu profondes et végétalisées, mis à part quelques exceptions. En effet, certaines espèces déposent leur cocon dans la terre humide, et sont même capables, une fois adultes, de grimper aux arbres et de se déplacer sur le sol de la jungle, dans les régions avec un fort taux d'hygrométrie. C'est le cas par exemple des différentes espèces du genre Aemadipsa, communément appelées sangsues terrestres à mâchoire.
On les retrouve dans les régions subtropicales et tropicales, autour des océans Indien et Pacifique. Les espèces les plus connues sont par exemple la sangsue indienne, Aemadipsa sylvestris, ou encore la sangsue Yamabiru, également appelée sangsue des montagnes japonaises. Elles sont légèrement casse-couilles pour les humains, les poursuivant sur le sol de la jungle afin de les mordre et de boire leur sang. Eh ouais mon gars, ça je pense que tu le savais. Les sangsues sont hématophages, elles se nourrissent de sang. Quoi? Quelqu'un aurait un lance-flamme. Mais pour être plus exact, c'est seulement un peu plus de la moitié des espèces de sangsues qui sont des parasites temporaires hématophages d'animaux, surtout de vertébrés. En effet, il y a également une bonne partie des sangsues qui sont des prédateurs carnivores d'autres invertébrés, comme des larves d'insectes, des mollusques ou des amphipodes. C'est le cas par exemple des membres de la famille des Herpopdelidés, qui ont abandonné les habitudes alimentaires sanguines de leurs ancêtres. Pour les espèces aux affinités vampiriques, elles procèdent telles quelles. La sangsue s'accroche sur sa proie, elle fait une petite morsure et y injecte sa salive qui permet d'empêcher au sang de coaguler. I'm Coyote Peterson, and today I'm going to show you how to clean up a leech bite. Or 12. Yeah. Ooh, that one hurts. Look at that. You can see the blood just seeping out. It is completely covered in blood and leeches. Look at that. It is literally like a shark attack scene. Oh, no, wait. Okay, stand up and keep your eye open. Keep your eye open. Don't move. Keep your eye open, Steve-O. Steve-O, keep your eye open. Open toward, no, keep your eye. Grâce à leurs nombreuses dents, elles n'ont pas de mal à percer l'épiderme de leur hôte. D'autres sangsues sont équipées d'une sorte d'aiguille leur permettant de percer des peaux très épaisses, comme celle des poissons. Certaines espèces entrent dans une période d'activité ralentie durant la saison sèche, et peuvent alors perdre jusqu'à 90% de leur poids corporel. Tout ça pour dire que la saisonnalité joue sur la biologie des sangsues. L'espèce type, c'est la sangsue médicinale européenne, Hirudo medicinalis, de la famille des Hirudinidae. Avec ses 12 cm de long, elle a pendant longtemps, et est toujours dans une moindre mesure, utilisée en médecine pour sa capacité à extraire le sang, mais également pour l'irudine, un puissant anticoagulant qu'elle sécrète. On parle alors d'irudothérapie. Après, ça vous dit pas trop dans quel cas de figure le médecin va vous lâcher. Bon bah monsieur Bernard, je vous fais une ordonnance, ce sera 3 tramadol matin, midi et soir avec un coup de sangsue aux 4 heures, au niveau du nombril, hein? Ça vous va? Ça marche? On part là-dessus? Pour de vrai, on peut utiliser une sangsue à la suite d'une greffe micro-chirurgicale, dans laquelle le sang s'est accumulé en raison de veines défectueuses, ce qui en cas de non-traitement peut entraîner un détachement de la greffe à cause de la pression exercée par le sang en trop. C'est surtout lors des opérations de greffe de doigts qu'on va utiliser une sangsue. Dans son milieu naturel, Hirudo medicinalis est en forte régression. Elle a malheureusement disparu d'une grande partie de son aire de répartition. Je le sens là, depuis que j'ai commencé à parler de sangsue, il y en a qui kiffent pas trop. Vous êtes peut-être un peu dégoûté, vous voulez que je passe vite à autre chose. Et bah ça tombe super bien car je vous présente la sangsue nasale, Dinobdella ferox. Avec ses 20 cm de long, elle élu domicile dans les voies respiratoires des grands mammifères. Et oui Titouan, nous sommes considérés comme un grand mammifère, au vu de ce qu'il reste de la mégafaune actuelle. Bon, rassurez-vous pour les peureux, elle est surtout répandue dans les régions soumises à la mousson, comme l'Inde, la Birmanie ou la Thaïlande, où elle vit dans les étangs et autres marécages. À part votre nez, on la retrouve souvent dans tout ce qui est bovin, chevaux, cervidés, chiens. L'affaiblissement provoqué par la perte continuelle de sang par le nez peut entraîner la mort face à une simple maladie. Le cycle de vie de la sangsue nasale est très classique, mais sympatoche dans un sens, car une fois bien grosses, les sangsues hermaphrodites se laissent tomber de leur hôte, donc elles sortent par le nez littéralement quoi, elles s'accouplent dans la flotte, derrière bam, clitellum et cocon, les petites sangsues éclosent et attendent l'arrivée d'un titouan assoiffé, plongeant son museau dans l'eau qui fera un hôte parfait. En voilà une espèce rigolote, la sangsue verruqueuse, Pontopdella muricata, de la famille des Piscicolidés. C'est une espèce de sangsue marine, ce qui est assez rare pour le souligner. Elle est connue pour s'accrocher à l'abdomen, aux branchies ou à la base des nageoires de certaines espèces de raies. Comme pour tous les êtres vivants qui peuplent notre magnifique planète, il existe une version XL. La sangsue géante d'Amazonie, Haemanteria gillianii, mesure 45 cm de long pour 10 cm de large et appartient à la famille des Glossiphoniidae. Dans les années 70, une équipe de chercheurs attrape un individu le long d'un fleuve.
Une fois ramené au laboratoire, le monstre est rebaptisé Grand Mammoths. L'entité antédiluvienne sera ensuite à l'origine d'un élevage prospère de sangsues géantes à University of California, Berkeley. Bon, maintenant il faut que je vous parle d'un groupe un peu énigmatique, les Branchiobdélida. C'est un ordre de clitellate d'eau douce, mais dont la place phylogénétique qui est incertaine. C'est un peu pour ça que je vous en parle qu'à la fin. Ça ressemble à des sangsues, mais ce ne sont pas des sangsues. Leur taille est comprise entre 1 et 10 mm, pas bien grand. Toutes les espèces sont des ectoparasites obligatoires de crustacés et principalement d'écrevisses. Ils vivent sur la tête, la carapace, les pinces et dans la cavité bronchiale du crustacé. Certains Branchiobdélida sont généralistes et vont aller s'accommoder avec différentes espèces, mais d'autres sont limités à l'association avec une seule espèce hôte. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut trouver plusieurs espèces de Branchiobdélida sur une seule écrevisse. En fonction de la partie du corps, en fait, on va pas forcément retrouver les mêmes espèces. Ils se nourrissent des micro-organismes et des détritus qui s'accumulent sur leur hôte, une forme de nettoyage gratos quoi. Mais malheureusement pour notre ami arthropode, ils se nourrissent également de tous les tissus mous exposés lorsque l'exosquelette de l'hôte est endommagé, ou par exemple pendant la mue. Dans ce cas, c'est pas facile de définir la relation. Mutualisme, commensalisme ou parasitisme? Vous vous rappelez, dans l'introduction de la première vidéo, j'avais énuméré tout un tas de groupes dont on utilise le mot vert pour les désigner, style némerte, nématode, platelminthe. Eh bien, est-ce que vous connaissez les siponcles? Je suppose que non, peut-être que certains me diront que oui. Eh bien, ce sont des vers marins non segmentés, comme nos amis les écuriens, dont on a parlé aussi dans la première vidéo, et autrefois, on considérait les siponcles comme un embranchement à part entière, avec un peu plus de 150 espèces recensées. Mais des analyses phylogénétiques récentes ont confirmé leur appartenance à l'embranchement des annélides. Les siponcles sont carrément considérés comme une troisième classe d'annélides, aux côtés des polychètes et des clitellates. La plupart des espèces mesurent moins de 10 cm et vivent dans les eaux peu profondes, cachées dans le sédiment ou dans les anfractuosités. Ils ont un corps divisé en deux parties distinctes, un tronc non segmenté, ainsi qu'une partie antérieure plus étroite et rétractable appelée l'introvert. C'est là qu'est située la bouche entourée de tentacules ciliés permettant de collecter les particules alimentaires. Les siponcles sont donc des déposivores. Lorsqu'ils sont menacés, les siponcles peuvent contracter leur corps, ce qui leur donne la forme d'une cacahuète, leur valant le nom anglophone de peanut worm. A savoir que le mot siponcle signifie littéralement petit tube. Et tout comme notre ami le poisson pénis, les asiatiques sont friands de siponcles. Tant qu'on est sur les groupes d'annélides pas abordés, ou plutôt que quelqu'un aurait oublié d'aborder par inadvertance pendant l'introduction sur les annélides fossiles, je vous présente les Machaeridia. Bon, cette fois par contre, il s'agit bien d'un groupe éteint. Les Machaeridia étaient des vers en armure blindée, connus à partir de l'Ordovicien et qui ont disparu au Carbonifère. On les connaît bien dans le registre fossile, notamment par leur sclérite calcique bien conservée. De par cette particularité anatomique, le groupe a historiquement été un mystère paléontologique, tantôt assigné aux échinodermes, tantôt aux mollusques. Et récemment, ils ont été classés comme des annélides. L'étude de leur mâchoire a notamment permis de mettre en évidence leur affinité avec l'ordre des Phylodocida, au sein de la classe des polychètes dont on avait parlé dans la première partie. Et pour être encore plus précis, ils appartiennent au sous-ordre des Aphroditiformia. Un cousin actuel serait par exemple l'aphrodite épineuse, Aphrodita aculeata, un mi-prédateur mi-nécrophage des fonds marins sablonneux de l'océan Atlantique, se trouvant jusqu'à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Elle porte le surnom cocasse de souris de mer, que je trouve personnellement claqué au sol. Petit bonus pour terminer cette vidéo, car oui, ce n'était pas dans le script à la base. Merci au zoologiste qui m'a fait découvrir une espèce qui m'était jusqu'alors inconnue. Elle appartient à la classe des polychètes et méritait largement sa place dans la première vidéo. Cependant, comme elle est déjà sortie, je vous en parle maintenant. De l'ordre des Terebilida et de la famille des Acrocyridés, voici Swima bombiviridis, surnommé le ver bombardier. Malgré son appartenance à la sous-classe des Sedentaria, c'est un annélide pélagique des profondeurs océaniques vivant jusqu'à 3600 mètres de profondeur. En fait, on compte deux genres adaptés à la vie pélagique dans cette famille, Swima et Teutidodrilus. De la même manière que pour Tomopteris dont on avait parlé la dernière fois,
Le ver bombardier est une espèce qui reste pélagique pendant tout son cycle de vie, vivant exclusivement dans la colonne d'eau. Et alors là, tenez-vous bien, ces branchies bioluminescentes modifiées ont la capacité de pouvoir s'éjecter. Ces véritables bombes bioluminescentes d'1 mm de long restent illuminées pendant plusieurs secondes après avoir été larguées. La microscopie de ces bombes révèle qu'elles contiennent des sacs remplis d'hémolymphe séparés par des chambres centrales. Celles-ci ont très probablement évolué à partir des branchies. Le pourquoi de cette adaptation n'est toujours pas très clair, mais il s'agit probablement d'un mécanisme de distraction, de la même manière que peuvent le faire les céphalopodes lorsqu'ils relâchent de l'encre afin d'échapper à un prédateur. Sachez que le ver bombardier a seulement été découvert en 2009 lors d'une expédition dans les abysses. Qui sait les espèces qu'il nous reste à découvrir? Bon bah voilà monsieur dame, ici se termine notre voyage au sein de l'embranchement des annélides. J'espère avoir rassasié les curieux et ne pas avoir dégoûté les plus sensibles. Au contraire, mettre en lumière ce groupe méconnu et mal aimé de la plupart des gens est à mon humble avis essentiel pour prendre encore plus conscience de la diversité des organismes qui peuplent notre planète. Et c'est comme ça qu'on pourra les protéger du mieux qu'on peut. C'était Arthropsida, merci à tous et à la prochaine!